Bon, bah, écoutez, on va commencer. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire « La santé au travail, au-delà de la visite médicale ». Connaissez-vous bien les missions de votre service de santé au travail ainsi que l'équipe pluridisciplinaire au service des entreprises et des salariés? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre au mieux au travers de ce webinaire. Nous serons 3 intervenants, donc moi-même, Virginie Berthelot, je suis ergonome psychologue du travail et également responsable du pôle prévention à l'ISMT 36, donc c'est le service de santé au travail de l'Indre. Moi, je suis Annie Gauthier, je suis médecin du travail et je suis également psychologue du travail au service de santé de l'Indre, comme Virginie. Bonjour à tous, moi je suis Léo Thira, je suis assistant social au service de santé de l'Indre-et-Loire, donc la PST 37. Et donc, il y aura aussi parmi nous Marilyn Ballereau qui sera modératrice du chat. Donc, le chat qui se situe en bas à droite au niveau des petites bulles. Donc, il y a une petite cloche actuellement. Vous pourrez intervenir directement sur ce chat pour poser vos questions tout au long de cette présentation. Et on reviendra à la fin, on prendra un temps pour y répondre. Au niveau de l'enregistrement de cette session, il est à noter que vous n'avez pas de micro et pas de caméra, donc voilà, il n'y aura pas de problème au niveau du droit à l'image. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cet enregistrement plus tard. Écoutez, dans ces cas-là, si c'est bon pour vous, on peut commencer. Donc, je laisse la parole à Virginie. Merci Léo. Alors, on va commencer par les missions du service de santé au travail. Donc, elles sont inscrites dans le Code du travail. La principale, c'est de prévenir toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Donc, notre priorité en tant que service de santé, c'est vraiment de vous accompagner et de vous aider dans la prévention des risques professionnels. En région centre, il y a 8 services de santé au travail interentreprises. Donc, cette petite carte, vous la retrouverez aussi sur la page régionale dédiée à ces rencontres santé-travail, ainsi que les liens pour vous rendre vers les sites internet des différents services. Dans ce webinaire, nous allons vous présenter les principales missions des services de santé au travail ainsi que les équipes qu'ils composent. Mais il faut savoir que d'un département à l'autre, d'un service à l'autre, ces ressources peuvent être différentes également. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service de santé au travail pour en savoir un petit peu plus. Donc, pour atteindre une stratégie globale de prévention, les missions du service de santé au travail vont être de l'ordre de 4. La première, c'est la surveillance de l'état de santé des salariés. Ensuite, nous retrouvons les conseils aux employeurs, aux salariés et à leurs représentants, des actions de prévention en entreprise. Et la dernière mission, c'est la traçabilité et la veille sanitaire. Nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail de ces missions. Donc, la première, la surveillance de l'état de santé des salariés, elle s'effectue, bien sûr, grâce au suivi individuel dans le cadre des examens médicaux. Alors, il y a différentes sortes de visites médicales qui sont effectuées par différents intervenants. Le médecin du travail, par exemple, l'infirmière de santé au travail également. Cette surveillance, elle va être adaptée aux risques rencontrés dans l'entreprise, mais bien sûr également au poste de travail du salarié qui va aller en consultation. Le médecin du travail ou l'infirmière en santé au travail surveille l'état de santé dans le cadre d'une visite individuelle qui a lieu donc en fonction des situations avant ou après l'embauche, puis tout au long du parcours professionnel. Il faut savoir que cette visite va être renouvelée à un rythme adapté à chaque situation. La deuxième façon de surveiller l'état de santé des salariés, ça va être d'étudier les postes de travail. C'est là qu'intervient l'équipe pluridisciplinaire qui se compose de spécialistes issus de différents domaines, mais ça, nous vous la présenterons un petit peu plus tard dans ce PowerPoint. Nous réalisons également des actions en entreprise pour préserver la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, l'objectif, c'est de prévenir, corriger et améliorer les conditions de travail. Donc, pour cela, nous conduisons des actions en milieu de travail. Donc, ça, c'est l'équipe pluridisciplinaire qui s'en charge, sous la conduite du médecin du travail. Ces actions, elles sont adaptées aux risques de l'entreprise et elles vont se décliner, par exemple, en études de poste, en sensibilisation, en repérage de risques et en conseils et accompagnement divers. Le service de santé conseille également les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, pour, d'une manière générale, améliorer les conditions de travail, afin de prévenir les addictions sur le lieu de travail, prévenir également toute forme de harcèlement, et enfin, prévenir la désinsertion professionnelle et contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs. Ces conseils, ils peuvent également prendre différentes formes, que ce soit des plaquettes, un webinaire comme nous le faisons aujourd'hui, des sensibilisations, etc., selon la problématique.
Notre dernière mission, c'est de participer au suivi des risques et à la traçabilité des expositions tout au long du parcours professionnel également. Donc, cela se fait notamment au travers de la fiche d'entreprise et du dossier médical. La mission de veille sanitaire est importante pour établir un diagnostic territorial, ce qui va nous permettre notamment d'alimenter les données nationales et pouvoir ensuite comparer également la région par rapport à ces données nationales. Ça va nous permettre ensuite d'orienter les politiques régionales de santé et plus finement les actions des services au niveau local, par département par exemple. Alors, les missions que je vais vous présenter, elles sont générales, mais la population d'entreprises et de salariés étant différente d'un département à l'autre, les actions des services de santé également vont être différentes. Donc, encore une fois, nous vous invitons à vous rapprocher de vos services de santé au travail, d'aller consulter leur site internet pour mieux connaître les actions qu'ils mènent au quotidien sur le terrain. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Annie Gauthier. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une petite notion d'histoire pour montrer un petit peu l'évolution de la santé au travail. Donc, en 1942 apparaît le service médical dans les usines. En effet, à cette époque-là, les hommes sont au front et ce sont les femmes qui assurent, comme on disait, l'effort de guerre dans les usines, notamment les usines d'armement. Ce service médical est instauré pour protéger ces femmes fragilisées, mais on ne parle pas encore de médecine du travail. Au lendemain de la guerre, c'est la loi fondatrice du 11 octobre 1946 qui définit la médecine du travail. Elle impose aux employeurs de créer et de financer un service de médecine du travail. Elle définit à ce moment-là déjà les visites médicales obligatoires, la périodicité et la possibilité de faire des examens complémentaires. Les choses évoluent peu. Le médecin est assisté d'une secrétaire, mais son exercice reste pendant de très nombreuses années assez isolé. Ce n'est qu'au début des années 2000, avec la loi dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002, qui instaure l'arrivée de nouveaux métiers dans les services de santé. À ce moment-là, arrivent dans les services de santé des ergonomes, des toxicologues, des techniciens mesures physiques ou hygiène, sécurité, environnement, et même des ingénieurs chimistes ou des ingénieurs hygiène, sécurité. Dès lors, la médecine du travail devient service de santé au travail. Cette équipe très technique va épauler le médecin du travail dans les interventions en milieu de travail, notamment les études de poste plus approfondies, l'étude des organisations, des mesures techniques comme les mesures de bruit, des mesures de lumière, des prélèvements de produits chimiques, etc. En 2012, une nouvelle étape avec l'arrivée des infirmières en santé au travail. Les expérimentations existaient depuis 2008, mais elles sont officiellement autorisées à exercer dans le Code du travail à partir de 2012. C'est un appui important et les infirmières secondent les médecins dans leur activité médicale. Autant les autres métiers étaient un appui technique, les infirmières arrivent dans l'appui médical. Depuis 2012, sont encore arrivés d'autres métiers, comme le psychologue du travail, l'assistante sociale du travail. Et d'autres métiers ont évolué, comme les secrétaires, qui sont devenus des assistantes techniques en santé au travail. On va détailler chaque métier. Donc, le pôle médical. Le pôle médical, donc, il assure le suivi médical des salariés au travers des visites médicales, des entretiens infirmiers et la réalisation d'examens complémentaires en rapport soit avec le risque au poste de travail, soit en rapport avec une aptitude. Le pôle médical, composé donc du médecin du travail, des infirmières et de l'assistante, peut se rendre dans les entreprises pour les études de poste, pour le repérage des risques dans l'entreprise. Il participe également à la vie de l'entreprise au travers des CSSCT, à des réunions de travail pour certains projets notamment, et les projets qui relèvent de l'hygiène et de la sécurité. Et suite à cette action en milieu de travail, le médecin du travail ou l'infirmière du travail peut demander l'intervention du pôle prévention, qui vous sera détaillé plus tard. Alors, le médecin du travail, comme l'a déjà dit Virginie, et c'est noté dans la loi fondatrice du 11 octobre 1946, le rôle du médecin du travail consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. C'est un vaste programme. Le médecin du travail est avant tout conseiller du chef d'entreprise, des salariés et des représentants.
notamment pour l'amélioration des conditions de travail. Nous n'avons aucun rôle de sanction. Pour remplir cette mission, le médecin du travail procède à des examens médicaux, la visite médicale, et conduit des actions sur le milieu du travail. L'objectif étant de contribuer au maintien dans l'emploi des salariés, à la prévention de la désinsertion professionnelle. L'action milieu du travail vise aussi à adapter les postes, les techniques et les rythmes de travail à la physiologie humaine, c'est-à-dire adapter le travail à l'homme et non pas l'inverse. Il propose aussi des aménagements de postes pour limiter les efforts physiques, éviter les postures difficiles, déterminer des éclairages, etc. Mais il faut aussi apprécier des risques plus difficiles à maîtriser, comme la charge mentale et les organisations du travail. Il améliore la protection des salariés contre l'ensemble de ces nuisances. Le médecin du travail, vous le rencontrez dans l'entreprise à différents moments. Vous le rencontrez notamment lors des visites médicales. Alors, il y a des visites médicales qui sont obligatoires, comme la visite d'embauche, avant ou après l'embauche en fonction des risques. Les visites périodiques, dont la fréquence varie, a été modifiée depuis la loi de 2016 et varie de quelques mois à 5 ans au maximum. Des visites de reprise après une maladie et pour maladie professionnelle, quelle que soit la durée de l'arrêt, et des visites de reprise après 30 jours d'arrêt en cas de maladie ou d'accident du travail. La visite de pré-reprise, elle est obligatoire sur le papier, mais en fait, elle n'est obligatoire que si l'arrêt dépasse 3 mois. L'employeur ne peut pas demander cette visite lui-même. Par contre, il doit informer le salarié de l'existence de cette visite et lui conseiller de prendre rendez-vous auprès du médecin du travail. Évidemment, il ne peut pas obliger le salarié à la faire. Donc, la notion d'obligation est un petit peu, un petit peu limite. Donc, cette visite de pré-reprise permet au salarié de reprendre son travail. Au salarié qui a eu des soucis de santé, effectivement des arrêts de travail supérieurs à 3 mois, on peut imaginer que le problème de santé a été important et peut potentiellement laisser des séquelles, d'où une reprise du travail qui peut s'annoncer difficile. Donc, si la reprise est difficile, elle va pouvoir nécessiter un aménagement de poste ou un aménagement du temps de travail, ce qui peut se préparer en amont. Les visites non obligatoires, donc ce sont les visites à la demande de l'employeur, à la demande du salarié ou le médecin du travail qui, lui, peut demander à revoir un salarié plutôt que prévu par la visite périodique. Il est important aujourd'hui d'informer les salariés que les visites qui sont maintenant plus espacées, puisqu'elles vont jusqu'à 5 ans, il faut informer le salarié qu'à tout moment, il peut demander une visite auprès du médecin du travail. Il n'a pas besoin d'informer son employeur de cette demande. Cette visite ne sera pas facturée, parce que la facturation est un forfait à l'année, que le salarié vienne 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois ou pas du tout. Il n'y aura pas de tarification supplémentaire. Les salariés ne le savent pas qu'ils peuvent avoir accès au médecin du travail à tout moment. Par ailleurs, en dehors de ces visites, vous rencontrez également le médecin du travail dans l'entreprise pour les actions au milieu du travail, quand il va étudier un poste, par exemple dans le cadre d'une inaptitude. Dans ce cas-là, il étudie le poste et l'environnement de travail. Il visite l'entreprise pour faire du repérage de risque dans le cadre de la rédaction de la fiche d'entreprise. Il peut aussi participer à des groupes de travail. Des fois, nous sommes associés à des projets d'amélioration des organisations, des améliorations d'outils de travail. Et bien entendu, dans le cadre du CSSCT pour les entreprises les plus grandes. Pour cette activité, le médecin est bien sûr soumis au secret médical, mais aussi au secret professionnel, c'est-à-dire qu'il ne peut bien entendu divulguer aucun secret de fabrication, par exemple. À l'issue de ces visites, le médecin peut rendre un avis sur les aménagements de poste, sur un reclassement, ou sur une aptitude ou une inaptitude, mais l'objectif premier étant toujours le maintien dans l'emploi. Pour assister le médecin du travail dans sa partie médicale, nous avons l'infirmière du travail qu'on a vu depuis 2012. Donc son rôle, elle participe au suivi médical des salariés en réalisant des visites d'information et de prévention.
Elle alerte le médecin du travail de son équipe en présence de situations qui nécessitent la compétence et l'expertise du médecin. Le salarié sera réorienté vers le médecin du travail. C'est-à-dire qu'en cas de doute sur un souci de santé ou sur une difficulté dans son poste de travail, le salarié sera réorienté au médecin. Elle peut réaliser également des actions au milieu du travail. Elle peut faire des fiches d'entreprise. Elle peut aller étudier des postes. Elle peut mener des actions de prévention et d'éducation à la santé, notamment par exemple par rapport à l'addiction ou par rapport aussi à la prévention de certains risques. Des actions d'information collective dans certains domaines, comme les risques psychosociaux, le bruit, etc. Elle recueille également des informations dans le cadre d'enquêtes et d'études, comme des études épidémiologiques, puisqu'elle participe au traçage et à la veille sanitaire. Elle contribue aussi à la réalisation d'actions qui visent au maintien dans l'emploi et à l'insertion ou la réinsertion des salariés en difficulté. Et enfin, donc, un petit résumé sur la diapositive suivante. Voilà, de l'infirmière du travail qui travaille bien sûr sous la responsabilité du médecin du travail. Son activité est régie par des protocoles qui ont été élaborés en équipe. Elle participe donc à des missions de prévention, de dépistage, de traçabilité. Elle peut aller, elle aussi, dans les entreprises. Elle peut également faire de la recherche documentaire. Elle est, comme le médecin, soumise au secret médical et professionnel. Et évidemment, elle participe au repérage des salariés en difficulté afin de le réorienter éventuellement vers le médecin du travail. Dans l'équipe du pôle médical, nous avons l'assistante. Alors l'assistante est un petit peu le pilier quelque part de l'équipe. Si le médecin est le centre de l'équipe, l'assistante a un rôle très important puisqu'elle est votre premier interlocuteur dans l'entreprise. Elle connaît en effet souvent bien les contraintes de l'entreprise, parce que c'est elle qui est en relation avec vous. En fonction sa fonction peut varier en fonction des services et de sa formation. En effet, toutes les assistantes n'ont pas le même type de formation. Je vais y revenir. L'assistante technique a une part de tâches administratives, donc comme la planification des visites, l'accueil physique, l'accueil téléphonique. Elle renseigne les employeurs, elle renseigne les salariés et assure le lien entre l'entreprise et le médecin. En fonction de sa formation, elle peut être assistante technique. Les assistantes, effectivement, leur métier a évolué ces dernières années et elles ont pu se former à des tâches plus techniques. Donc, cette partie-là, c'est une partie d'action en milieu du travail où elle peut être un premier maillon du repérage du risque. Elle peut participer à l'élaboration des fiches d'entreprise, donc se rendre dans l'entreprise, visiter l'entreprise, repérer les risques et rédiger ses constats. Elle est là également en appui pour faire du conseil pour le document unique d'évaluation des risques. Donc, n'hésitez pas à venir vers elle pour les informations, elle vous conseillera. Je passe maintenant la parole à Léo Tirard qui va vous présenter son métier. Je vais commencer par présenter le pôle prévention pour terminer l'équipe pluridisciplinaire, il n'y a pas de mal. Voilà, donc moi je vais vous présenter le pôle prévention donc, qui vient apporter un appui technique spécifique en fonction de la problématique rencontrée. Donc on vous a mis quelques exemples, mais je vais avoir l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc l'intervenant du pôle prévention, il va réaliser un diagnostic de la situation qui pose problème, dans l'objectif ensuite d'apporter des préconisations, élaborer des conseils, des actions de prévention afin de prévenir ce risque ou de corriger le problème. Nous pouvons également intervenir en amont dès la conception d'un poste de travail ou d'un espace de travail afin d'éviter un maximum de risques dès le départ et puis ainsi éviter ensuite des interventions correctives qui peuvent être coûteuses. Chose importante à savoir, le pôle prévention intervient à la demande du médecin du travail. Donc, le pôle se présente comme une équipe coordonnée par le médecin du travail, une équipe d'intervenants en prévention des risques professionnels, donc IPRP. Leur activité est régie par le Code du travail. On vous a mis ici la référence du Code du travail.
Donc, ces intervenants en prévention des risques professionnels ont des compétences techniques ou organisationnelles et dans ce cadre, ils exercent des missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui et ils vont communiquer les résultats de leurs études aux médecins du travail et bien sûr à l'entreprise. Le pôle prévention il va se composer de différents spécialistes de la prévention, donc spécialistes de différents domaines. Donc ici encore quelques exemples, les techniciens en hygiène sécurité, des ergonomes, des toxicologues, des préventeurs en métrologie, des assistants techniques de prévention, etc. Donc là également, les intitulés peuvent varier d'un service à l'autre, mais les missions restent les mêmes. Leurs missions d'ailleurs, on va vous les détailler ici un petit peu plus. Donc tout d'abord, la rédaction de la fiche d'entreprise fait partie de leur mission, donc, qui est une responsabilité du service de santé au travail. Il peut également aider à l'élaboration, à la mise à jour du document unique, et également permettre la mise en place du plan d'action et accompagner l'entreprise dans ce cadre-là. Il peut apporter son aide et conseiller à la prévention des risques professionnels en général, donc que ce soit par exemple la charge physique de travail avec les manutentions, que ce soit des mesures d'ambiance sonore, des mesures d'ambiance lumineuse, des vibrations, etc. Nous travaillons également sur les agents biologiques, comme ça a été le cas par exemple lors de la Covid-19, pour la Covid-19. Nous pouvons également aider à évaluer le risque chimique et nous intervenons également dans le cadre des risques psychosociaux. Nous pouvons réaliser des études et conseiller au poste de travail. Donc, si je donne l'exemple d'un poste de travail sur écran, on peut très bien déjà conseiller le salarié au poste pour bien se positionner face à son écran, régler le siège, disposer les éléments sur le bureau, etc. Et puis, dans un deuxième temps, rechercher des solutions peut-être plus techniques s'il y a une problématique particulière. Nous intervenons également pour l'ergonomie au poste de travail, dans le cadre, par exemple, de problématiques de troubles musculo-squelettiques, de maintien dans l'emploi, de travail sur écran, etc. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais nous réalisons également des mesures, que ce soit des polluants atmosphériques, des mesures de bruit, d'éclairage, de vibrations également pour des caristes, par exemple. Nous pouvons également sensibiliser les salariés, les entreprises, les CSSCT en général, sur les risques professionnels, que ce soit par des campagnes d'information, des cartes de sécurité, je pense qui existent éventuellement déjà dans l'entreprise. Nous pouvons également accompagner à la mise en place des actions de prévention de manière large. Nous informons également les entreprises et les salariés sur des obligations légales. C'est le cas, par exemple, du document unique, de la pénibilité, ou par exemple pour certains risques qui sont cadrés au niveau réglementaire. Et puis, bien sûr, nous intervenons dans le cadre du maintien dans l'emploi des salariés. Alors, il faut savoir que toutes ces actions sont comprises dans votre adhésion. Elles permettent de réaliser des dépistages, mais nous ne sommes qu'organisme de conseil, nous ne sommes pas organisme effectuant des mesures réglementaires. Donc, par rapport à certains risques, comme on vous l'a cité ici, les poussières de bois, il faudra vous orienter vers une autre structure qui sera plus à même de vous aider. Mais nous, déjà, on peut parfois vous donner quelques indications. Je passe la parole à Léo. Merci Irénie. Donc, pour compléter les pôles prévention et médicales qu'on vient de voir, il y a d'autres ressources qui sont diverses et variées, donc qui se regroupent un peu les unes avec les autres. Donc, c'est le service social du travail, les consultations en psychologie du travail, la sensibilisation en santé-travail, consultation en addictologie et chargé du risque routier. D'important de noter que ces différentes ressources, elles sont propres à chaque service et donc dans certains endroits, vous allez les trouver déjà en place, dans d'autres, elles seront en construction et dans certaines, elles ne sont pas toutes là. C'est propre à chaque service de santé au travail. Donc, l'ensemble de ces trois grands pôles, pôle médical, pôle prévention et autres ressources, c'est ce qui forme l'équipe pluridisciplinaire. Et en parallèle, en marge de cette équipe pluridisciplinaire, il y a ce qu'on appelle les fonctions support qui sont là pour faciliter le bon fonctionnement des services et de cette équipe pluridisciplinaire. Donc, elles sont regroupées en trois grands domaines. Donc, les premières qui apportent aide et appui aux équipes pluridisciplinaires dans l'exercice de leur mission. Donc là, on va retrouver les services de documentation qui sont particulièrement intéressants, notamment sur la veille professionnelle. Mais il y a aussi les services d'archivage, les services au niveau de la communication. Donc voilà, ça c'est vraiment un appui aux équipes pluridisciplinaires. Il y a aussi les services qui accompagnent elles plus les adhérents.
Alors, c'est tout ce qui est autour des démarches administratives des adhérents, donc aussi bien au niveau des adhésions qu'aussi au niveau de la service comptabilité. Donc ça, c'est ceux qui sont directement en contact avec nos adhérents et qui sont là pour aider et faciliter leur accès à santé au travail. Et enfin, le dernier, c'est les services qui accompagnent en proximité au quotidien l'ensemble des salariés du SST. Donc, ce qu'on entend par là, ça va être les services de ressources humaines. Donc là, c'est classique à toute entreprise, hein, mais il y a aussi les services informatiques et les services techniques. Donc, informatique, pour tout notre matériel qui puisse fonctionner correctement. Et puis, technique, ça va être du matériel plus de bureau, enfin voilà, des aménagements au niveau des bâtiments, ce genre de choses. Donc, ces fonctions support, elles sont en parallèle, mais pour autant extrêmement importantes et primordiales pour le bon fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire. On va faire maintenant un zoom sur l'accompagnement psychosocial. Alors, l'accompagnement psychosocial, déjà, il a pour vocation à intervenir dès qu'une personne, un salarié, a une problématique qui impacte son travail. Dans ces cas-là, ils peuvent être accompagnés par différents professionnels qui composent cet accompagnement psychosocial. Donc, ça peut être l'assistante sociale du travail, la psychologue clinicienne du travail, mais aussi les conseillers en emploi et formation. Il y a 3 domaines d'intervention par rapport à cette équipe. Donc, le premier, c'est l'accompagnement psychosocial, j'ai envie de dire, direct, c'est-à-dire quand on est en contact avec les personnes et qu'on travaille directement sur leur situation en individuel. La deuxième grande, c'est les études des risques psychosociaux. Donc là, je ne vais pas forcément le développer parce que ma collègue en parlera un petit peu plus en détail juste après. Et enfin, la troisième grande zone, c'est les événements traumatiques en entreprise. Donc là, pour le coup, il y a une notion d'urgence et donc c'est une intervention en entreprise pour tous les événements qui peuvent être particulièrement traumatisants pour les salariés. Avec mise en place de cellules psychologiques, de l'écoute des salariés, enfin voilà. Et ça, c'est des événements ponctuels et avec la notion d'urgence. On va revenir maintenant sur l'assistance de service social du travail. Donc, ce métier-là est cadré par la loi qui compose et organise le service au sein des SST. Donc, il y a la loi 2001-867 et le décret 2012-137 qui régit un petit peu cette organisation. Je vous laisserai aller voir un peu plus en détail si jamais ça vous intéresse. Ce qui est important de noter là, c'est qu'on voit bien que ça a une dizaine d'années. Et donc, du coup, il y a certains services de santé au travail qui ont des services sociaux bien ancrés et installés depuis un moment. Pour d'autres, c'est encore en cours de développement. Alors, ça reste relativement récent. Il est important de noter aussi pour que tous les travailleurs sociaux ont une formation initiale obligatoire de base. Donc, pour les assistants sociaux, c'est le DEASS, Diplôme d'État assistant de service social. Donc, ça, c'est important parce que ça garantit un niveau de compétence minimum aux salariés lors des accompagnements. Et enfin, donc ce diplôme, il a aussi une particularité, pardon, oui, pas de souci, merci Virginie. Une particularité, c'est qu'il est soumis, il soumet le professionnel au secret professionnel. Donc ça, c'est extrêmement important, notamment dans le service de santé, pour communiquer au sein de l'équipe pluridisciplinaire. Voilà, ça facilite énormément les choses, ça sécurise aussi la parole du salarié. Donc, c'est un outil indispensable pour nous. Et donc, enfin, la troisième dernière, c'est la place au sein des SST. Donc, l'assistant de service social, il fait partie intégrante de l'équipe pluridisciplinaire et il est sous la responsabilité fonctionnelle du médecin coordinateur. Voilà. Donc, pour revenir un peu en détail sur les missions du service social. Donc, l'assistant social, il propose un accompagnement de nature préventive et voilà, pour toutes les problématiques qui ont un lien avec le travail. C'est important. Le travail, c'est notre porte d'entrée. C'est pour ça qu'on intervient avec les personnes. Néanmoins, on a quand même une approche globale de la situation parce que il y a beaucoup de choses dans la vie privée des gens qui peuvent avoir un impact sur le travail. Donc, il faut qu'on ait cette approche globale des situations. Et on travaille toujours avec le salarié en vue de leur maintien dans l'emploi et de l'accès à leurs droits. C'est bien une collaboration, c'est important de le noter ici. C'est-à-dire que le salarié est au cœur de son projet, il est acteur de son projet et il y a un accompagnement, une collaboration, mais absolument pas une représentation. Donc voilà, ça c'est important. Donc au niveau des missions, elles sont quand même découpées en 3 grands axes. La première, c'est l'information. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait à chaque entretien. Donc on informe énormément les salariés sur l'accès aux droits, forcément.
tout ce qui est autour des explications des différents dispositifs, donc la retraite, l'inaptitude, il y en a d'autres, l'invalidité, enfin bref, les salariés ont souvent beaucoup de questions à ce propos, et même s'ils ont pu se renseigner un peu de leur côté, ça reste confus. Donc voilà, on informe énormément sur ce point-là, sur ces différents points-là, pour permettre aux personnes de mieux comprendre un peu comment ça va se passer. Et enfin, l'aide à la reconversion, donc ça, oui, c'est pour tous les salariés qui ont eu justement une inaptitude, qui doivent changer de travail, pour certains assez proches de la retraite, mais néanmoins pas assez prêts pour la prendre. Donc là, il y a beaucoup de questions, que faire, comment, où aller, vers qui s'orienter. Voilà, c'est des personnes qui sont dans une situation un peu délicate, et donc il y a besoin beaucoup d'informer à ce niveau-là. Dans un second temps, on peut aussi accompagner. Une fois qu'on a informé, il y a certaines personnes qui sollicitent directement les informations et qui font les choses derrière seules. Pour d'autres, elles ont besoin d'être un peu plus accompagnées. Donc, dans ces cas-là, on peut les aides administratives, hein, tout ce qui va être autour des dossiers, comment faire les différentes demandes et tout ça. Donc ça, c'est un accompagnement assez classique avec les personnes. L'accompagnement au changement, donc ça rejoint ce qui est autour de la reconversion. Voilà, comme je disais, les personnes qui se retrouvent dans ces situations-là, c'est souvent imprévu, c'est pas toujours souhaité, et pour autant, il va falloir changer. Donc, c'est un moment assez délicat dans leur vie, où ils sont assez fragilisés. Et donc, voilà, il y a besoin de les accompagner à ce moment-là, et de tout ce qui va être autour du changement, de la prise de décision, de définir des objectifs, enfin voilà, de repartir sur quelque chose de positif. Et donc là, il y a un accompagnement spécifique sur ce domaine. Et enfin, il y a la mobilisation des aides financières, parce que les aides financières, effectivement, quand ces personnes se retrouvent en arrêt maladie ou perdent leur emploi, au chômage, il y a forcément un impact sur le budget, ou la plupart du temps en tout cas. Et donc voilà, il est important de vérifier avec les personnes que l'équilibre reste bien stable, en tout cas, même s'il y a une zone de crise, que ça puisse tenir, parce que on sait que ça, c'est un élément primordial dans le maintien dans l'emploi, et que ça peut mettre les gens dans une situation très, très délicate. Et enfin, donc, le dernier volet, c'est l'orientation. Donc, nous, on est un service qui est vraiment axé sur le travail. Et comme on a une approche globale, ça nous arrive régulièrement de repérer des difficultés, mais qui n'ont pas de lien avec le travail. Donc, quand il y a des besoins à ce niveau-là, on oriente vers nos partenaires sociaux, notamment le conseil départemental, avec les assistants sociaux de secteur. Et donc voilà, on travaille beaucoup avec les partenaires sociaux pour les orienter vers les services spécifiques. On a aussi tout ce qui est les partenaires autour de l'emploi, donc Cap Emploi, Pôle Emploi, parce que au niveau du maintien dans l'emploi, c'est primordial d'orienter les personnes vers des organismes, vers des partenaires qui peuvent les accompagner dans la construction de leurs projets, la sollicitation d'aide au niveau de formation et tout ça. Et enfin, les organismes de gestion. Donc là, ça va être quand il y avait des demandes très spécifiques, où notamment, je peux prendre l'exemple de la retraite, où on peut faire une estimation avec les personnes, mais néanmoins, au moment où il faudra vraiment faire la déclaration et travailler tout ça, il faudra peut-être aller vers un service spécifique pour avoir un accompagnement plus précis. Et donc, on oriente vers nos partenaires organismes de gestion. Pour solliciter le service social, il y a une procédure d'intervention qui a été établie pour faciliter un petit peu le travail et la collaboration. Donc, elle est en 3 étapes. La première, c'est la sollicitation. Donc, déjà, c'est important de noter que toute demande doit être écrite et renseignée. Ça, c'est extrêmement important pour le traçage, mais aussi pour l'efficacité. Ça améliore énormément le travail et c'est un endroit où on voit bien l'importance du travail de l'équipe pluridisciplinaire. Et donc, voilà, ça améliore la qualité de l'intervention auprès du salarié. Donc, les salariés, ils sont forcément orientés par le médecin du travail, ou aussi, je note ici, par l'infirmière du travail, qui peut aussi orienter les salariés en lien avec le médecin. Enfin, voilà, cette équipe-là, on communique toujours ensemble. Mais il est important de noter que les personnes ne peuvent pas directement solliciter le service social. Ils sont forcément orientés par le médecin ou l'infirmière. Et donc aussi, il y a une autre manière de solliciter l'assistance sociale, c'est par le médecin du travail qui peut convier l'assistance sociale à des équipes de suivi pour les situations spécifiques, un peu particulières, où on a besoin de se regrouper, de se réunir pour discuter et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, d'essayer d'impulser de nouvelles idées. Donc ça, c'est une des possibilités aussi pour solliciter l'assistance sociale. Donc une fois qu'il est sollicité, il peut intervenir. Donc l'intervention, elle est
forcément dans les locaux du SST. Donc, c'est important, on ne va pas en entreprise pour faire des entretiens avec les salariés et on ne va pas à leur domicile. L'idée de cette intervention, c'est qu'elle soit le plus en amont possible des problématiques. Et ça, c'est primordial parce qu'on sait très bien que plus on intervient tôt, plus ces problématiques auront un impact limité et elles pourront être travaillées plus facilement. Et enfin, voilà, cette prise en charge, elle peut avoir lieu sur un seul rendez-vous. Ça, pour certains salariés, ça suffit. Juste un peu d'information, ça suffit. Pour d'autres, il y a besoin d'un accompagnement. Donc, il est possible de recevoir plusieurs fois les personnes en entretien et sans avoir à ressolliciter le médecin à ce moment-là. Même si la mobilité, enfin, la communication et l'échange continuent bien sûr avec le médecin, mais il n'y a pas besoin d'une orientation. Et enfin, donc, important de noter aussi, oui, que les rendez-vous peuvent être pris sur le temps de travail des salariés pour deux motifs: examen complémentaire à la demande du médecin ou visite occasionnelle à la demande du médecin. Si ce n'est pas un de ces deux motifs, c'est forcément en dehors du temps de travail du salarié. Donc voilà, c'est important pour les salariés que ce soit du coup très efficace au niveau de la prise en charge, parce que voilà, c'est sur leur temps personnel. Et enfin, une fois qu'on a intervenu, il y a la dernière étape qui est la transmission. Donc là aussi, c'est primordial. Donc l'AS informe le médecin du travail des axes d'intervention et des démarches entreprises avec le salarié. S'il y a une continuité dans l'accompagnement, eh ben, cette information au médecin du travail continue. Il est important de noter aussi que tous les intervenants médicaux ou techniques peuvent solliciter l'assistance sociale s'ils interviennent sur la situation, en tout cas, et ils peuvent le solliciter par mail pour connaître l'avancement du dossier. Et enfin, l'assistante sociale est le seul juge des éléments qui n'interfère pas avec le travail, qui le veut transmettre aux autres membres du service, médecins compris. Donc là, c'est pour les éléments qui ne concernent pas le travail. Au niveau de la… Voilà, donc le service social, donc, il collabore avec tous les acteurs de la santé, du travail et du social, qui concourent au maintien dans l'emploi. Donc, ça fait un nombre de partenaires potentiels assez énorme. Donc, c'est très, très intéressant pour le coup. Il y en a qu'on a en interne, donc avec les médecins du travail, infirmières, IPRP, donc l'équipe pluridisciplinaire, mais aussi les secrétaires qui sont en contact premier direct avec les salariés. Donc, ça peut être aussi important d'avoir un partenariat à ce niveau-là. Et enfin, il y a le partenariat externe, donc avec la CPM, CARSAT, Conseil départemental, Cap Emploi. Là, c'est des grands partenaires historiques, j'ai envie de dire, avec qui on travaille beaucoup, mais voilà, ça peut être beaucoup plus varié. Et je ne développerai pas plus maintenant parce que ma collègue le fera un petit peu plus tard. Et donc, je redonne la parole à Annie Gauthier pour la suite de cette présentation. Alors oui, effectivement, je reprends la parole pour vous parler du métier de psychologue du travail en entreprise. Donc, comme je vous disais au départ, je suis médecin du travail, mais j'ai également une formation de psychologue du travail. Alors, le psychologue du travail, il aura un rôle surtout pour agir sur les risques psychosociaux. Et pour vous aider à traiter ces risques psychosociaux, vous pouvez trouver dans votre service de santé des ergonomes psychologues du travail et des psychologues du travail. Le psychologue, lui, va proposer des entretiens individuels pour des salariés en souffrance. Ce salarié sera orienté obligatoirement par le médecin du travail ou éventuellement l'infirmière en santé au travail. Le psychologue du travail n'a pas vocation à faire du soin. C'est un entretien ponctuel, un entretien de repérage. Si le salarié aura besoin de soins, il sera réorienté vers une structure de soins externe. Le but est de proposer un espace d'échange afin d'aider un salarié à effectuer ce qu'on peut appeler un pas de côté, une prise de distance dans une situation difficile. En effet, un salarié qui est en souffrance, une personne en souffrance, souvent n'arrive plus à avoir les possibilités qui s'offrent à lui, et c'est d'aider cette personne à voir les choses un petit peu différemment. Le psychologue du travail, il peut également intervenir en soutien en cas de situation grave dans une entreprise. Je pense éventuellement à un accident du travail avec des blessés, voire même un décès, ou suicide d'un collègue. L'objectif sera de proposer un entretien de groupe pour libérer la parole, verbaliser le traumatisme. On sait que verbaliser les traumatismes permet de prévenir ou d'atténuer l'apparition des troubles secondaires. Il peut aussi avoir un rôle de repérage précoce dans les salariés fragilisés par le traumatisme. Et là, les collègues ont souvent un rôle important à jouer en signalant les personnes un petit peu fragiles.
Donc, il pourra aussi éventuellement conseiller pour activer, faire le lien pour activer une cellule spécifique, par exemple en lien avec le centre 15 en cas d'événements particulièrement graves. Il y a un rôle supplémentaire qu'il peut partager pour le coup avec les ergonomes psychologues du travail, c'est celui de participer à l'évaluation des risques psychosociaux, notamment dans la réalisation de diagnostics ponctuels à un instant T dans une entreprise, la préconisation de pistes d'amélioration dans des situations qui peuvent être dégradées. Il peut proposer aussi une écoute à des employeurs ou à des responsables en difficulté. Et évidemment, l'objectif sera de proposer la mise en place d'actions et de participer aussi au suivi de ces actions. En amont, il peut être intéressant aussi de faire appel aux ergonomes psychologues du travail et aux psychologues du travail pour proposer des informations de sensibilisation sur ce que sont les RPS. Qu'est-ce que sont les RPS? Quelles sont leurs origines? Comment les prévenir? Et après, comment les intégrer dans une évaluation des risques dans le document unique afin de mettre en place des plans d'action préventifs. Parce qu'effectivement, toujours le rôle du service de santé est un rôle de prévention. Comme pour l'assistant social, la saisie du psychologue du travail est soumise à une procédure. Le salarié en souffrance est orienté par son médecin du travail. La problématique doit être en lien avec le travail, même si évidemment ponctuellement on peut accorder une écoute dans le cas d'une situation de souffrance personnelle. Nous restons avant tout des professionnels de santé et on répondra à la demande de quelqu'un en souffrance aiguë. Mais le rôle principal, c'est évidemment de traiter des problématiques en relation vraiment avec le travail. Pour des raisons de discrétion, le salarié, s'il vient sur son temps de travail, il lui sera proposé une convocation sous forme de visite occasionnelle à la demande de son médecin du travail. Nous ne mentionnons jamais la consultation de psychologie du travail. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas vocation à faire de soins, donc il n'y aura pas de suivi, même si ponctuellement, dans certaines problématiques, on peut proposer un deuxième entretien si les choses sont particulièrement complexes et qu'elles nécessitent un petit peu plus de temps pour poser un peu plus facilement le problème. Si nous repérons quelqu'un en difficulté, il sera orienté vers des services de soins en externe. La consultation dure en moyenne 1 heure, voire plus si nécessaire. Le psychologue pose le cadre de la consultation, c'est-à-dire la notion de secret professionnel. Il n'y a bien sûr aucun retour à l'employeur. Il y a dans un premier temps un questionnement bref sur l'histoire professionnelle du salarié pour situer le contexte de la demande. Ensuite, le salarié expose sa problématique au travers d'un entretien libre ou semi-dirigé. Et le troisième temps, c'est une recherche conjointe de solutions ou au moins envisager des pistes d'action pour permettre au salarié de pouvoir se rendre actif de sa situation. Nous demandons l'accord du salarié pour faire un retour au médecin concerné. En général, le salarié est d'accord, il est souvent adressé par son médecin du travail, donc il est en général d'accord que le psychologue fasse un retour au médecin du travail. Par contre, des fois, il ne le souhaite pas, et dans ce cas-là, le psychologue du travail explique au confrère que le salarié ne souhaite pas faire de retour au médecin du travail. Ça peut être possible. Voilà, l'idée étant de repérer aussi des personnes fragilisées et d'orienter vers la médecine de soins. En effet, adresser quelqu'un à un psychologue ou même à un psychiatre, c'est quelquefois compliqué lors d'une consultation. Et venir dans le service de santé qu'il connaît, la connotation est moins compliquée pour lui de franchir ce pas-là. Donc c'est important parce que ça peut être un relais vers des professionnels spécialisés de ville. Voilà. Dans les autres partenaires des services de santé, nous avons, alors ça ne concerne pas spécialement évidemment la psychologie ou des risques psychosociaux, mais les services de santé ne sont pas seuls préventeurs. Et dans les partenaires, nous avons évidemment la CARSAT, nous avons la RACT, l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail, la CPM, la Caisse d'assurance maladie, la Maison départementale du handicap, Cap Emploi pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap, l'OPBBTP qui est le service de prévention du bâtiment et des travaux publics,
et l'ADRETS, ex-direct, donc, et l'AGFIP, qui est une structure qui, elle, sera plus saisie par les organismes qui s'occupent des personnes en situation de handicap pour des financements, par exemple, d'aménagement de poste. Voilà. Donc, nous avons quand même un travail en lien avec un vaste réseau de partenaires. Pour finir cette présentation, nous sommes à la veille de la mise en œuvre d'une nouvelle loi qui a été votée et qui est parue le 2 août. Nous attendons les décrets d'application. Cette loi, néanmoins, affirme 4 axes pour la santé au travail. Dans un premier temps, il y a la notion de renforcer la prévention. Nous sommes des organismes de prévention depuis toujours, mais symboliquement, le nom des services de santé va changer, va devenir services de prévention et de santé au travail. Donc, de manière générale, dans le cadre professionnel, en réaffirmant fortement la mission des services de santé qui deviennent services de santé et de prévention au travail, mais aussi en décloisonnant la santé publique de la santé au travail, c'est-à-dire que on va demander aux services de santé de faire également de la santé publique, ce qui paraît logique puisque nous sommes un organisme de prévention. Donc, renforcer la prévention en matière d'hygiène de vie, de dépistage, de protection vaccinale, de prévention des addictions. Nous avons vu avec la vaccination Covid où nous avons été sollicités, où nous avons participé assez largement pour les entreprises dans la proposition des vaccinations. Le deuxième axe est d'homogénéiser l'offre de services des santé au travail. Les santé qui vont devenir services de prévention proposeront une offre socle de services commune à tous. Celle-ci sera potentiellement complétée par une offre complémentaire en fonction des ressources internes de chaque service et de l'environnement territorial aussi. Nous l'avons vu dans les différents services de la région, nous n'avons pas tous les mêmes ressources en professionnels. Et donc, cette offre complémentaire tiendra compte des ressources et également aussi du tissu des entreprises. Ces services seront maintenant soumis aussi à une certification qui sera contrôlée par un organisme indépendant pour garantir justement un haut niveau de qualité de service. Le troisième axe, c'est l'amélioration du suivi de certains publics. En effet, renforcement de la prévention qui passera par une visite de mi-carrière pour anticiper les problèmes de santé. Effectivement, les problèmes de santé apparaissant plutôt en deuxième partie de vie professionnelle. L'idée de cette visite de mi-carrière étant d'éventuellement voir si, à partir d'un certain moment de sa carrière professionnelle, est-ce qu'il faut commencer à adapter des choses, potentiellement se réorienter, pourquoi pas. En tout cas, l'idée est de prévenir les désinsertions de fin de carrière. Il y a également la notion maintenant de visite, de départ en retraite pour les salariés exposés à des risques spécifiques afin d'organiser potentiellement un suivi post-professionnel qui sera réalisé par le médecin traitant. Donc là, encore, l'idée est de décloisonner et de faire plus de liens avec la médecine de ville. Elle permettra aussi à des personnes habituellement non suivies d'adhérer aux services de santé, notamment les travailleurs indépendants, les chefs d'entreprise, et de bénéficier des mêmes dispositifs de prévention. Un objectif phare aussi de cette réforme est de renforcer le maintien dans l'emploi en mettant l'accent sur les publics fragiles qui sont plus à risque de sortir de l'emploi, notamment les personnes en situation de handicap. Et le quatrième axe est de revaloriser l'engagement des professionnels et de moderniser la gouvernance des services de santé. La loi confirme la mission et la raison d'être des services de santé en préservant l'autonomie des services de santé, en maintenant leur financement, mais en l'encadrant. Il y a une reconnaissance du travail de proximité et la reconnaissance de l'expertise de terrain adaptée à chaque entreprise. Elle est couplée, cette reconnaissance de l'expertise est couplée quand même à une démarche d'évaluation et de certification. Il y a la confirmation du rôle clé du médecin du travail au sein du service de l'équipe pluridisciplinaire. Et enfin, l'ouverture à de nouveaux profils de médecins et à des infirmières en pratique avancée. Voilà pour la loi qui va être mise en œuvre au premier trimestre 2022. Et pour l'instant, c'est compliqué d'en parler plus parce que les décrets n'étant pas parus, la mise en œuvre
n'est pas encore effective. Le webinaire est terminé pour sa partie présentation et s'il y a des questions, nous sommes maintenant à votre disposition. Merci de votre attention. Donc, pour résumer les questions qui ont été posées, une question sur la visite de pré-reprise, une question qui nous a été posée, est-ce que c'est le salarié qui doit prendre rendez-vous? Pour la visite de pré-reprise, effectivement, c'est le salarié qui doit prendre rendez-vous. L'employeur ne peut pas prendre rendez-vous. Par contre, l'employeur doit informer le salarié de l'existence de cette visite dès lors que son arrêt dépasse 3 mois. Mais l'employeur ne peut pas prendre rendez-vous à la place du salarié, effectivement. Par contre, de manière générale, je pense qu'on peut informer que cette visite de pré-reprise existe, même si l'arrêt ne dépasse pas 3 mois, parce qu'on peut avoir des personnes qui ont des difficultés à reprendre alors que l'arrêt est beaucoup plus court. Une autre question. Oui, c'est le salarié de prendre rendez-vous. Une autre question, c'était le coût de l'intervention des préventeurs du pôle prévention. Merci. Alors, effectivement, là, il n'y a pas de surcoût. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est compris dans votre cotisation. Donc, voilà, il n'y a aucun surcoût. Le seul éventuellement, c'est s'il y a des interventions sur le risque chimique, où il y a des prélèvements qui vont être traités par un laboratoire extérieur, où là, effectivement, c'est le laboratoire qui aura un tarif supplémentaire. Mais en tout cas, nous, pour notre intervention, pas de surcoût. Et je me permets du coup de compléter que pour l'intervention des services sociaux, c'est pareil. Il n'y a pas de surcoût particulier. Conseil à l'élaboration du document unique, repérage des risques, participation des groupes de travail, études de poste, tout ça n'a pas de coût supplémentaire. Dans la nouvelle loi, je fais une petite aparté, parce que dans la nouvelle loi, donc, je vous parlais d'une offre socle commune, pour laquelle il n'y aura pas de surcoût, ce sera la même chose, et il y aura des offres complémentaires en fonction des ressources. Celles-là pourront potentiellement être facturables. Mais là encore, les décrets n'étant pas parus, pour l'instant, ce n'est pas très clair. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons vous souhaiter une très bonne journée. À bientôt. Merci pour votre écoute et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.